d'équipement, les biens de consommation finale, les biens de consommation intermédiaire. Les biens de consommation finale sont les biens consommés, détruits suite à l'utilisation. Les biens de consommation intermédiaire sont les matières, comme les matières premières, ça veut dire qu'ils vont servir pour produire un produit, pour fabriquer un produit final par la suite. Alors, deuxième question, citer deux déterminants de la demande globale selon Keynes. D'accord? Alors, où est-ce qu'on a vu la demande globale selon Keynes? Chapitre Les chapitres des Chapitre courants. 3 des courants de 3 pensée. des courants de pensée ou كنا شفنا هذاك le modèle اللي كنا شفناه. Donc, Oui. la demande globale, ça dépend de quoi? Du Du revenu, revenu, technique d'accord? et du le Du marché de la revenu monnaie. et le marché de la monnaie. حتى مثلا اللي غادي يقول مثلا la propension à consommer, la propension à investir, etc. Donc, c'est juste. Donc, déterminant de la demande globale. Rien qu'à travers ce qu'on a compris, nous avons dit que selon Keynes, la demande globale dépend du revenu des ménages et dépend aussi du marché de la monnaie, de la rentabilité du capital, etc. Il suffit de citer deux éléments parmi les éléments. D'accord? Alors, troisième question. Qu'est-ce qu'on entend par consommation intermédiaire? Là, par exemple, la classification des biens selon les critères de destination. La consommation intermédiaire, c'est quoi? Ce sont les des biens biens qui qui ont entrent. été entrés dans un processus de fabrication, Très bien. Donc, comme les matières premières. voilà, c'est les matières, ce sont les biens qu'on transforme pour fabriquer un bien final. D'accord? Très bien. Donc, ce sont ce qu'on entend par la consommation intermédiaire. D'accord? Alors, quatrième question. Donc, sous quelles contraintes les producteurs cherchent-ils à maximiser leur profit? Yani, par rapport à un producteur, شنو هما les contraintes اللي كيكونوا عندهم? Par exemple, dans votre cours de microéconomie, soit vous avez commencé par le producteur, soit vous avez commencé par le consommateur. Alors, lorsqu'on a étudié l'école, où est-ce qu'on a vu ceci? L'école L'école néoclassique. libérale. Le chapitre 3 dit le courant de pensée. Le courant de pensée, où nous avons vu les notions au niveau de l'école. Quelle école? École Néoclassique. néoclassique. Excellent. Voilà, l'école néoclassique qui traite le comportement individuel des producteurs et des consommateurs. Nous avons dit que pour les consommateurs, ils cherchent à maximiser leur utilité la contrainte de leurs revenus, mais les producteurs cherchent à maximiser leur profit sous la contrainte de leur fonction de production. Ça veut dire sous la Fonction de contrainte de travail et leur, de capital. voilà, le travail et le capital. Donc, c'est très clair. Donc, cinquième question. Quelle méthodologie scientifique consiste à construire des lois? Regardez, regarde le début de la phrase, ça donne la réponse. Construire des lois et des théories généralisables à partir de résultats obtenus de l'observation de plusieurs cas et faits. Alors, ici, on parle de le raisonnement Inductif. excellent. Le raisonnement inductif. Donc, lorsqu'on parle du raisonnement inductif, c'est construire des lois et des théories à partir de l'observation. Alors, le contraire de le raisonnement inductif, c'est le raisonnement déductif, c'est vérifier donc la véracité ou vérifier la fiabilité d'une théorie. Ça veut dire déjà, la déduction, qu'est-ce qu'on a dit? Déjà une théorie élaborée, on essaye de voir est-ce qu'elle est applicable dans le terrain, donc lorsqu'on effectue des expériences, etc. Alors, pour la cinquième question, il s'agit ici du raisonnement inductif. Très bien. Sixième question, citer un exemple de besoin matériel. D'accord? Donc, là, on parle de quoi? On parle de la classification des besoins selon le degré de nécessité. Et on a parlé des besoins vitaux ou physiologiques. On a parlé des besoins matériels, sociaux, culturels. Et on a parlé de besoins de confort. Alors, par rapport les besoins vitaux, c'est tout ce qui est ce sont des besoins qui sont nécessaires à la survie de l'être humain, comme boire, manger, etc., etc. Les besoins matériels, donc donnez-moi un exemple de besoin matériel. Éduquer, voyager. Étudier.
l'éducation, voilà, les voyages, divertissement, etc. D'accord? Donc, il suffit d'évoquer un de ces types de besoins matériels. D'accord? Monsieur, Très est-ce bien. que voyager, c'est un besoin matériel? Bah, c'est pas vital. Voyager, se divertir. Lorsqu'on parle de voyager, c'est un besoin matériel. Donc, c'est pas vital, mais c'est pas un besoin de confort. Parce qu'un goulot voyager, ça reste un besoin matériel. D'accord? Monsieur, un Pour se besoin divertir. matériel, mais c'est quelque chose qu'on peut toucher, donc Non, non, tangible. non. Ici, ne faites pas la confusion entre besoin matériel et bien matériel. D'accord? Besoin matériel, ça veut dire que c'est un besoin euh, supplémentaire. C'est un besoin comme un besoin qui peut être nécessaire. Il est nécessaire, mais mais il n'est pas vital. Et aussi, donc regardez, lorsqu'on parle de nécessaire, mais il n'est pas vital, mais il n'est pas un besoin de luxe. D'accord? Par exemple, voyager. Voyager, ce n'est pas un besoin de confort. Pourquoi? Parce que voyager, ça peut être donné à n'importe qui de faire un voyage, etc., de se divertir, mais ce n'est pas un besoin vital. Mais le fait de parler de matériel tangible ou intangible, ce n'est pas par rapport aux besoins, mais c'est par rapport aux biens. D'accord? Lorsqu'on vous parle de biens matériels ou biens immatériels, ben, ou services, par exemple, immatériels, c'est là où on parle de tangible et intangible. Ça veut dire au niveau du besoin, on ne parle pas de tangible et intangible. D'accord, mademoiselle? D'accord, monsieur, merci. Excellent. Donc, septième question. Quelle est la perception du rôle de l'État chez Keynes? Yani Keynes, comment perçoit-il le rôle de l'État? L'État-providence doit L'État. intervenir en tant qu'un Comme un agent grâce. régulateur. Voilà, donc pour Keynes, l'État doit intervenir pour soutenir et pour aider, d'accord, et pour apporter des solutions économiques. Ça veut dire pour rétablir l'équilibre économique. C'est le contraire de la pensée. Je connais même Keynes, ici, le rôle de l'État, c'est Les Les libéraux. libéraux. les libéraux qui disent que voilà, qui disent que l'État ne L'État doit pas n'intervient pas. n'intervient pas ou elle intervient juste pour défendre les libertés individuelles. D'accord? OK. Très bien. Huitième question. En quoi consiste la valeur d'un bien chez Jean-Baptiste Say? Nous avons vu qu'il y a deux types de valeurs. Il y a la valeur, je nomme les types de valeurs qu'on a vues. Valeur d'échange et Valeur valeur d'usage, d'usage. valeur Valeur d'échange. d'échange. Donc, Adam Smith et Ricardo défendent la notion de la valeur de quoi? D'échange. Échange. D'échange. Ça veut dire la quantité du travail. Ça veut dire la valeur d'un bien dépend de la quantité de travail nécessaire à sa fabrication. Mais Jean-Baptiste Say a parlé a Valeur évoqué cette d'usage. notion de Valeur valeur d'usage. d'usage. Ça veut dire, ça dépend Selon que le bien. l'utilité. Voilà, ça veut dire pour répondre à cette question, il suffit de dire que pour Jean-Baptiste Say, la valeur d'un bien réside dans son utilité. Ça veut dire sa capacité, lorsqu'on parle d'utilité, la capacité d'un bien à satisfaire le besoin d'un consommateur, tout simplement. Donc, lorsqu'on parle d'utilité ou d'un bien utile, ça veut dire que c'est un bien susceptible de satisfaire, d'accord, un bien donné, pardon, un besoin donné, d'accord? Alors, très bien. Donc, neuvième question. À quel courant de pensée David Ricardo appartient-il? Question très simple. Donc, Courant c'est quelle Courant école? libéral. libéral. C'est le courant libéral. Très bien, c'est le courant libéral. Même, regardez, même les personnes qui vont dire école classique, même si j'ai posé la question pour le courant, ça veut dire qu'il faut faire la différence entre courant et école de pensée, surtout au niveau du courant libéral. Parce qu'au niveau du courant libéral, nous avons vu l'école classique et l'école néoclassique. C'est pour cela qu'au niveau de cette question, même si les personnes disent, par exemple, pas pour les personnes qui ont dit, par exemple, l'année dernière, les personnes qui ont répondu école classique, donc c'était juste, d'accord? Donc pour cette question. Alors, regardez, dixième question, comment Karl Marx a-t-il critiqué les libéraux? Alors, quel est le point de conflit entre le courant marxiste et le courant libéral?
Donc, Marx, Elle a qu'est-ce qu'il a critiqué dit? la propriété privée. Il a critiqué la propriété privée. Il a dit comme Il quoi que a, les... Oui, il a refusé aussi la loi de débouché. la- c'est pas Karl Marx qui a refusé la C'est loi des débouchés. Keynes. C'est Keynes qui a refusé la loi des débouchés. Mais Karl Marx, il a dit que, comme quoi, les détenteurs de capitaux profitent du travail des prolétaires. Ça veut dire qu'ils créent de la valeur ajoutée à partir du travail des ouvriers, d'accord, sans leur donner une rémunération adéquate à la valeur ajoutée qu'ils créent, d'accord? Ça veut dire que la Monsieur, rémunération, oui, monsieur, même l'individualisme, l'intérêt individuel conduit ou bien peut réaliser l'intérêt général, c'est-à-dire la main invisible. oui, exactement. Ça veut dire ici, il a favorisé le bien de la société par rapport au bien individuel des capitalistes. C'est ce qui a fait naître ce qu'on appelle l'économie socialiste. D'accord? Très bien. Donc, 10e question. Donc, à la 11e question. Quelle est la caractéristique du besoin économique, d'accord, qui reflète la variation de son intensité en fonction du degré de satisfaction? Ça veut dire ici, lorsqu'on parle de cette caractéristique qui dit que, comme quoi, le besoin économique change d'intensité en fonction du degré de satisfaction. La La C'est un critère de sociabilité. satiabilité. La satiabilité, Sociabilité. voilà, c'est la caractéristique de satiabilité qui dit comme quoi que voilà, les biens, le sentiment de manque change d'intensité en fonction du degré de satisfaction et on peut atteindre même un degré de saturation. D'accord? Voilà, très bien. Donc, par la suite, quelle est la différence? Donc, on a déjà vu ceci. Quelle est la différence entre l'économie positive et l'économie normative? Qu'est-ce qu'on a dit? Par rapport à l'économie positive, elle se base sur la, Base sur oui, l'observation oui, la ou présentation des cons. l'objectivité Voilà, ou l'explication scientifique. très bien. Voilà. L'économie normative, par contre, elle se base sur quoi? Des jugements. Sur le jugement Les et les valeurs. jugements de valeur. Très bien. Subjectivité. Excellent. Et la subjectivité. Très bien. Excellent. Donc, 13e question. Qu'est-ce qu'un troc? Le troc, fin que le troc. Les moyens de Échange Les d'un satisfaction. moyens Mode de... de satisfaction des besoins. Très bien. Par changement d'un bien par un autre. Voilà. échange Échange d'un d'un bien bien contre contre un un autre. autre. Un autre. Très bien. Donc, c'est le troc. Alors, par rapport à la 14e question, c'est le chapitre qu'on va aborder, c'est la suite du chapitre qu'on va aborder le semestre prochain. Donc, les principales opérations économiques, nous allons voir les opérations sur les biens et services, etc., répartition, etc. Donc, on ne va pas voir la 14e question. Donc, 15e question. Lequel des courants de pensée a été à l'origine de la théorie quantitative de la monnaie? Ce qu'on voit Courant libéral. c'est le courant libéral. Très Libéral. bien. Quantité. Vous fermez les micros d'Ielcom, s'il vous plaît, juste le temps de. Vous pouvez réactiver pour répondre. D'accord? Donc, bien sûr, même ici, on peut parler de cette théorie quantitative de la monnaie. Ça veut dire que la vitesse. Si, par exemple, la masse monétaire ne correspond pas à l'augmentation, à une augmentation de la production des biens et services, cela entraînera une augmentation des prix, etc. La formule qu'on a traitée la séance dernière. Alors, quel est le rôle des ménages dans l'économie? Donc, c'est par rapport au 4e chapitre. Donc, quel est le rôle des ménages dans l'économie? On a vu combien de rôles? Deux rôles. Deux rôles. La Alors, consommation et sans une force de Fournir travail. des facteurs de production. voilà, fournir le facteur travail, ça veut dire fournir le facteur travail et aussi la consommation des biens et des services. Très bien. 17e question, donc c'est la dernière pour cet examen. Donc, 17e question, quel est le rôle de la monnaie chez les classiques? Donc, on a vu la monnaie Du chez canal les classiques. intermédiaire.
Voilà, c'est un voile. D'accord? Kangoulou, la monnaie est un voile qui cache les transactions et l'échange des biens et des services. D'accord? Alors, alors ici, quel est le courant qui a été en désaccord avec cette idée-là? Donc, c'est le courant Keynésien. keynésien qui a dit que la monnaie peut être un instrument de développement économique. Excellent. Très bien. Donc ça, c'est pour... Donc même, regardez, même s'il y a des questions ouvertes, ce sont des questions très simples qui correspondent au cours, d'accord? Donc il y a rien de très compliqué, d'accord? Donc on va voir, donc pour l'examen, je vais accepter un de vos camarades, très bien. Donc pour l'examen, par exemple, un examen de rattrapage, donc toujours de l'année dernière, très bien, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions. Allez-y. Alors, première question. Laquelle de ces caractéristiques n'est pas attribuée? Regardez, n'est pas attribuée aux besoins économiques. D'accord? Ça veut dire les caractéristiques que je viens de vous donner, laquelle n'est pas attribuée aux besoins économiques. Wesh la C'est B, multiplicité. Voilà, c'est l'insatiabilité. l'insatiabilité. L'insatiabilité, c'est le contraire de la satiabilité. Ça veut dire que ici, la réponse, c'est B. Pourquoi? Parce que les biens économiques sont satiables. Ça veut dire on peut atteindre un niveau de saturation par rapport à n'importe quel besoin. Une fois il est satisfait, on arrive à ce point de satiété ou satiabilité. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle d'insatiabilité, c'est le contraire de la satiabilité. Et bien sûr, ici, c'est la réponse B. Alors, l'éducation, ici, fait partie des besoins. De quels besoins? Matériel. 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 Matériels. Très bien. Alors, regardez ici. Ce n'est pas un besoin élémentaire parce que ce n'est pas un besoin vital. C'est pas un besoin de confort parce que c'est pas du luxe, être éduqué. Et c'est pas un besoin individuel. Pourquoi? Parce que l'éducation se fait, c'est l'État qui s'occupe de, 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 de tout ce qui est éducation au niveau d'un pays. Troisième question. Laquelle de ces caractéristiques, excusez-moi, je vois qui veut intégrer le cours. Voilà. Donc, laquelle de ces caractéristiques n'est pas attribuée au bien économique maintenant? L'abondance. 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 Je n'ai l'abondance. L'abondance, il y a l'ouafra. D'accord? Un bien abondant, ça veut dire qu'il est très disponible. Sauf que lorsqu'on parle de bien économique, on parle de la rareté. Le contraire de la rareté, c'est l'abondance. D'accord? Tawfor. D'accord? Alors, on a dit qu'il y a, donc on a précisé qu'il y a trois caractéristiques essentielles pour parler, donc déjà pour distinguer un bien économique par rapport à un bien non économique, c'est l'utilité, l'accessibilité et la rareté. Ça veut dire que l'abondance ne fait pas partie de ces caractéristiques. Quatrième question, un rouleau de tissu est un bien. De Alors, consommation De finale. consommation intermédiaire. Intermédiaire. voilà. Intermédiaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'un rouleau de tissu? On fabrique des produits de textile, des produits d'habillement. D'accord? Donc, on ne peut pas utiliser directement un rouleau de tissu. D'accord? Alors, le rouleau de tissu, c'est un bien de consommation intermédiaire. D'accord? C'est bien? Très bien. Maintenant, lorsqu'on parle, alors, cinquième question, le raisonnement déductif. Le raisonnement, après, donc si vous n'avez pas encore le est-ce que quelqu'un a fait avec vous le, je sais pas quoi dire. Donc comment remplir un QCM, Non, monsieur. que ça soit, on va voir. Donc essayez de me rappeler si j'oublie.
Recevez toujours? Oui. Il y avait juste un petit problème. Allez-y. Donc, on était au niveau de quelle question? 5, c'est ça? Le raisonnement déductif. Oui, vous arrivez à Oui, voir mon monsieur. écran? Monsieur, on voit pas l'écran. Non, monsieur. Attendez. Voilà. Maintenant, j'essaie de vérifier. Vous arrivez à voir maintenant? Non, monsieur. Non, Pas monsieur. encore. Pas encore? Mais maintenant? Non, Non, monsieur. monsieur. Non, 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 monsieur. 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 C'est bon, c'est clair, monsieur. C'est Non, bon. oui. D'accord, Oui, monsieur, Ah oui. maintenant, oui. d'accord. Allez-y. Donc, cinquième question. Donc, alors, le raisonnement déductif consiste à, alors, raisonnement déductif, est-ce qu'il consiste à construire une théorie, évaluer une théorie, aller du particulier au général ou autre? Évaluer C'est-on-dire une théorie. Évaluer. évaluer, excellent. Donc, évaluer une théorie déjà existante. D'accord? Très bien. Donc, la réponse, c'est B. Sixième question. La microéconomie consiste à analyser. Donc, lorsqu'on parle de microéconomie, est-ce qu'elle consiste à analyser les comportements agrégés, ça veut dire les comportements de groupe, les comportements collectifs, ça veut dire tout aussi comportements de groupe, les agrégats économiques ou autres? Autre. Autre. Oh, Voilà. C'est B. Consiste à analyser les comportements individuels. Très bien. Et ici, au niveau des choix, on ne parle pas de comportement individuel. C'est pour cela qu'on parle de, voilà, d'autres choses. Donc, c'est le comportement individuel. Très bien. Alors, septième question. Le courant libéral est apparu à la fin du XVIIe siècle, au début du XXe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, À la à la fin du fin du 18e. XIXe siècle. Voilà, c'est monsieur C. juge à la fin de À la fin du 18. 18e ou 19e? Non, parce qu'on 18e. parle 18e siècle. d'apparition. La D'accord? fin du Ah, Ici, 18e oui. siècle. d'accord? On parle est apparu, ça veut dire imtadhar, d'accord? Ça veut dire le bidaya ديالو. Alors ici, c'est à la fin du XVIIIe siècle. Huitième question. Quelle est la principale orientation, ça veut dire توجه العام, le principe directeur de la pensée libérale? D'accord? Regardez ici, même au niveau du cours, de votre cours, je vous ai, alors, au début, voilà, donc, troisième chapitre. Donc, je pense, voilà. Non, Principe directeur. le principe directeur, je vous ai parlé de quoi? De détention Des biens de production. des biens de production. Voilà, elle est mentionnée ici. Regardez. Donc, le principe directeur, c'est donc au niveau d'un pays donné, la puissance réside dans la détention des biens de production, dans la propriété privée. D'accord? Donc, c'est pour cela que au niveau de la pensée libérale, donc l'orientation principale, c'est la détention des biens de production. D'accord? Donc, neuvième question. Les principes avancés par le courant libéral favorisent. Alors, regardez, pour le courant libéral, est-ce qu'on encourage l'intervention de l'État dans les choix des individus, l'intervention de l'État uniquement pour la défense des libertés individuelles, l'absence totale d'une intervention de l'État, l'intervention de l'État en cas de déséquilibre économique? L'intervention de l'État uniquement pour la défense des libertés des C'est B. individus. Voilà, voilà. Ça veut dire l'État n'intervient que pour défendre les libertés individuelles. Ça, c'est pour les libéraux. D'accord? Alors, dixième question. En quoi consiste le mécanisme de la main invisible? Je peux même cacher. Donc, regardez. Donc, en quoi consiste le principe de la main invisible? Sans vous La donner les recherche, choix. Oui, la recherche de l'intérêt individuel Ça réalise permet de Contribue. réaliser l'intérêt général. l'intérêt général. Voilà. Alors, regardez. La recherche de. Alors, regardez. Si on va essayer de voir, donc, on va essayer de chercher la possibilité la plus juste. Donc, regardez. La recherche de l'intérêt individuel permet de réaliser l'intérêt général. C'est la réponse A. D'accord? Alors, onzième question. Selon les auteurs de l'école classique, l'équilibre économique est, alors regardez,
une conséquence de la liberté économique est temporaire, dépendant de l'intervention de l'État, dépendant du niveau de la justice sociale. A. C'est A. C'est Une A. conséquence de la liberté. A. Voilà. Donc, la liberté des producteurs et des consommateurs contribue à un équilibre, un équilibre permanent du marché. D'accord? Donc, c'est pour cela, ici, par exemple, pour Keynes, l'équilibre est temporaire. D'accord? Pour Keynes aussi, l'équilibre dépend de l'intervention de l'État. Et pour Karl Marx, l'équilibre dépend du niveau de la justice sociale. Donc, c'est pour cela qu'on va parler ici de la réponse A. Donc, c'est la plus juste. C'est la réponse juste, tout court. Très bien. Donc, on va passer à la question numéro combien? Numéro 12. Très bien. Donc, question numéro 12. Parmi les suggestions suivantes, sur quel sujet Adam Smith et Jean-Baptiste... Je vais même cacher. Donc, là aussi, je peux cacher. Non, je ne peux pas ici le faire. Mais regardez. Donc, essayez de ne pas voir les éventualités et répondre sans même pas voir les choix. D'accord? Donc, sur quel sujet Adam Smith et Jean-Baptiste Say étaient-ils en désaccord? La mesure de La mesure de la valeur des biens économiques. des biens économiques, bien sûr, parce que les Adam Smith et Jean-Baptiste Say appartiennent à la même école, d'accord? C'est la même école libérale, mais ils étaient en désaccord par rapport à la valeur La théorie de la valeur. Voilà, théorie de la valeur. Très bien. Donc, ici, nous avons la mesure de la valeur des biens et des services. La valeur des biens économiques, bien sûr. Alors, 13. En quoi consiste la valeur des débouchés? Pardon. En quoi consiste la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say? Donc, B. c'est B. Les quantités produites trouvent toujours des demandeurs. Donc, c'est très simple, d'accord? Alors, l'intervention de l'État à la baisse, etc. Donc, toutes les phrases, les autres phrases, donc, correspondent à d'autres pensées de d'autres économistes. Alors, 14e question. La pensée marxiste, d'accord? Est-ce qu'elle est en désaccord avec la pensée libérale? Est-ce qu'elle est en désaccord avec la pensée, donc en accord ou en désaccord avec la pensée libérale? Est-ce qu'elle fait partie du courant libéral ou est-ce qu'elle fait partie du courant keynésien? Il est en désaccord avec la pensée libérale. Très bien. Donc, c'est clair. Excellent. Alors, selon Keynes, la monnaie n'est qu'un voile qui facilite les transactions économiques, est un facteur favorisant l'investissement, doit suivre le niveau des transactions économiques ou n'influence pas le taux d'intérêt. B. Voilà, c'est B. Voilà. Pourquoi? Parce que A, regardez, n'est qu'un voile qui facilite les transactions économiques, c'est une idée qui vient de quel courant? Libéral. Libéral, très bien. C doit suivre le niveau des transactions économiques. C'est toujours la théorie quantitative de la monnaie. Ça veut dire lorsqu'on a dit que la masse monétaire doit suivre le niveau des transactions économiques, sinon le prix va augmenter. Donc ce n'est ni A, ni C, d'accord, ni D, parce que le Keynes a démontré que plus on imprime des quantités massives de monnaie, plus plus on peut offrir des crédits à bas coût, ça veut dire à un taux d'intérêt plus bas. Ça veut dire que la monnaie exerce une influence sur le taux d'intérêt. Ça veut dire que le seul choix qui reste juste, c'est la réponse, c'est le choix numéro B. D'accord? Donc, c'est un facteur favorisant l'investissement. Alors, question 16, donc c'est toujours par rapport au chapitre qu'on va voir, donc juste après. Donc, consommation finale, etc., ça ne va pas compter, on ne va pas faire de questions dans ce sens par rapport aux opérations, etc. Ça sera laissé au semestre prochain, Inch'Allah. Alors, par exemple, donc ça c'est donc si vous avez un examen donc, comme ceci, donc comme celui-là, donc un examen donc, là où il y a des questions ouvertes, donc je vous donnerai un petit espace pour répondre,
D'accord? Par rapport au QCM, donc que ce soit au niveau si on a cette éventualité, vous aurez, que ce soit pour ma matière, pour mon module ou pour les autres modules, vous aurez une feuille comme celle-là. Et au verso, vous aurez des cases à cocher. D'accord? Donc, bien sûr, il suffit ici, donc, c'est pas par rapport à c'est pas par rapport à cette face-là. Donc, au niveau du verso, vous allez trouver, donc, je peux même partager avec vous un exemple sur le Classroom et sur la plateforme. Donc, je peux vous proposer un exemple de case à cocher, là où vous pouvez, par exemple, mettre les réponses, etc., etc., au niveau d'un examen, si vous avez ce type d'examen, que ce soit au niveau de ce module ou pour les autres modules. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez vu que par rapport aux examens, toutes les questions correspondent aux leçons qu'on a faites, correspondent aux questions, aux points qu'on a traités. Les questions ne sont pas très, très, très difficiles. Donc, pour les personnes qui ont suivi, le cours, etc., qui ont récupéré les documents, ça ne va pas poser un grand problème. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, 1 heure ou là, 45 minutes? Ça dépend de l'examen. Ça dépend de l'examen. Mais généralement, la réponse que je vais vous donner, c'est que vous aurez une durée qui est largement suffisante par rapport au contenu. Ça veut dire que vous n'aurez pas, il n'y aura pas de pression par rapport au temps. Le temps ne posera pas de problème, Inch'Allah. D'accord? Donc, que ça soit 45 minutes ou 1 heure, donc euh, si vous aurez 45 minutes, c'est pour un examen de 45 minutes. Si vous aurez 1 heure, c'est pour un examen d'1 heure. Donc, ça ne sera pas un problème, le temps, la durée. D'accord, monsieur? Monsieur, on a les Oui. agents économiques. Et oui, des questions comme, alors, on a vu quelques questions sur les ménages, etc. Donc, je vous ai déjà donné les pistes, les points à traiter. Donc, oui, oui, bien sûr. Donc, pour chaque agent économique, quelle est sa mission? Donc, comment le définir? Par exemple, le ménage, comment définir un... Vous avez deux choses à réviser au niveau des agents économiques. Comment le définir? Par exemple, un ménage, comment définir un ménage? Ça veut dire les personnes qui habitent sous le même toit. D'accord? Et quelles sont les fonctions économiques de chaque agent. Donc, par exemple, pour les ménages, c'est fournir le facteur travail et la consommation. Pour les entreprises, c'est le rôle de production et répartition. Il suffit de comprendre. Ici, je vous déconseille d'apprendre par cœur. Essayez juste de comprendre. D'accord? Donc, pour les entreprises, c'est la production et la répartition. D'accord? Etc. Donc, c'est dans ce sens-là. D'accord? D'autres questions? Monsieur, j'ai une question au chapitre 1. Yes. La partie, il y a une négociation, source d'échange. Je n'ai pas bien compris. Mhm. Donc, négociation, source d'échange. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que normalement, la rareté, elle crée tout ce qui est. Donc, je vais juste voir en caractéristiques, rareté, etc. Excusez-moi. Et puis, donc, je vais juste vous expliquer. Alors regardez, lorsqu'on parle de l'échange, chacun a quelque chose à offrir. Donc, en se basant sur le principe de spécialisation des individus, d'accord, chacun a ses propres contraintes et ses propres besoins, d'accord? Bien sûr, ce qui favorise les échanges, c'est la négociation. Ça veut dire c'est le compromis, c'est l'accord entre celui qui exprime le besoin et celui qui offre la satisfaction du besoin, d'accord? Ça veut dire, lorsqu'on parle ici de négociation, source d'échange, ce qui favorise, ce qui facilite, d'accord, les échanges, c'est la négociation. Regardez ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le choix économique conduit à l'échange. Ça veut dire ici, si vous avez besoin de quelque chose, vous devez entrer dans un échange avec quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, pour rendre l'échange favorable pour les deux personnes, il faut négocier. C'est pour cela, regardez, cet échange suppose une négociation entre les agents économiques. Cette négociation permet aux différents acteurs de se procurer et se répartir entre eux
un avantage. Ça veut dire ici, lorsqu'on parle de négociation, c'est un moyen pour faciliter les échanges. Ça veut dire s'il n'y avait pas de négociation, lorsqu'on parle de négociation, c'est tafaoud. Lorsqu'on parle de négociation, c'est lorsque chacun présente une possibilité de sacrifier ou de baisser, par exemple, ses attentes en faveur de l'autre. Et l'autre, bien sûr, il est aussi prêt à sacrifier, par exemple, une partie de son intérêt pour le bien de l'autre. Et tout ceci, c'est pour favoriser l'échange et pour contribuer à un échange réussi. D'accord? Oui, monsieur. Vous avez compris? Voilà, c'est ça Oui. la place de la négociation au niveau de l'échange. Monsieur, D'autres questions? Oui, monsieur, quelle est la relation entre le marché de la monnaie et les taux d'intérêt? très bien. Alors, lorsqu'on a parlé de marché de la monnaie, taux d'intérêt, c'est pour l'octroi des crédits. Le Keynes, qu'est-ce qu'il a dit? Pour favoriser l'investissement, ça veut dire pour encourager les agents à investir, ça veut dire les agents qui peuvent investir, pour les encourager à le faire. Alors, il a proposé à l'État d'imprimer, d'accord, d'imprimer la monnaie en masse. Ça veut dire disponibiliser la monnaie, ça veut dire que c'est le flous. Pourquoi? Pour permettre aux institutions financières d'accorder des crédits aux agents à moindre coût. Ça veut dire il est flous moujoudin, d'accord? Qu'est-ce qui fait augmenter le taux d'intérêt? Il fait que nous flous قليل, ça veut dire d'abord regardez le taux d'intérêt, c'est comme si on peut c'est comme si on peut dire, c'est le prix de l'argent. Le taux d'intérêt, lorsque vous demandez un crédit auprès d'un établissement de crédit, elle vous impose un taux d'intérêt. Alors, maintenant, si la banque dispose de beaucoup d'argent, ça veut dire beaucoup de pièces ou d'argent même scriptural, vous allez voir ceci au niveau de votre cours d'économie monétaire, ça veut dire qu'il aura la possibilité d'accorder des crédits aux agents à moindre coût. Ça veut dire si l'État imprime, d'accord, soit imprime ou disponibilise des quantités de monnaie, cela permet aux établissements financiers d'accorder des crédits à moindre coût, ce qui va baisser le taux d'intérêt. Ça veut dire s'il y a une quantité de monnaie suffisante au niveau d'un pays donné, les crédits vont être accordés à moindre coût, ça veut dire à un taux d'intérêt plus bas. C'est clair? Par Oui, contre, monsieur, c'est si clair. on Merci. veut, par contre, si on veut, par exemple, augmenter le taux d'intérêt, il suffit de ramasser la monnaie qui circule dans le marché. Ça veut dire rendre la monnaie rare pour rendre l'offre de la monnaie inférieure à la demande et par conséquent, rendre le taux d'intérêt plus élevé. D'accord? Donc, c'est ça la relation entre le marché monétaire et, et le taux d'intérêt, bien sûr, selon Keynes. Hein. C'est toujours selon Keynes. Oui, je vous écoute. D'autres questions? Vous avez d'autres questions? Monsieur, l'effet multiplicateur. Mhm. L'effet multiplicateur, nous allons le voir avec le grand détail le semestre prochain, Inch'Allah. N'entrez pas dans le détail de cet effet multiplicateur. C'est juste le fait que si l'État augmente ses dépenses, cela influencera le niveau de production au niveau des entreprises. Ça veut dire, si l'État présente cette capacité d'accorder aux entreprises des possibilités de production, cela veut dire que cela va se répercuter d'une façon plus que proportionnelle sur le niveau de production. Ça veut dire si l'État dépense par exemple X dirhams, regardez, si l'État augmente par exemple de 10% son niveau de dépense, au niveau de l'économie, le niveau de production va augmenter de plus de 10%. D'accord? Ça veut dire, par exemple, en 2019, l'État a dépensé 100 dirhams.
En 2020, l'État, par exemple, a dépensé 120 dirhams. Ça veut dire qu'il a passé de 100 à 120. D'accord? Ça veut dire que sa dépense a augmenté de 20%. Alors, selon ce principe d'effet du multiplicateur, la production, ça veut dire le niveau de production, il ne va pas augmenter de 20%, mais il va augmenter de plus de 20%. Ça veut dire que c'est ça l'effet multiplicateur et on va l'expliquer avec le détail le semestre prochain, Inch'Allah. D'accord? Oui, monsieur. D'accord. Alors, oui, pour les autres. C'est bon pour les questions? Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vous souhaite bon courage pour l'examen. Bien sûr, jusqu'à l'arrêt du cours, ça veut dire jusqu'à demain, les questions au niveau de la plateforme, etc., c'est toujours disponible. C'est toujours possible, bien sûr. Alors, juste après, donc, même après, si vous avez une question pertinente à me poser, vous avez l'espace sur Classroom et vous avez même la capacité de poser des questions au niveau de l'espace ENT. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions en cas de besoin. Donc essayez surtout de revenir à votre cours, essayez de revenir aux séances, etc. Et donc je vous souhaite bon courage. Merci, Monsieur, monsieur. D'accord? Merci, Oui, monsieur. monsieur, est-ce merci. que vous allez déposer les examens qu'on a travaillé avec vous aujourd'hui sur la plateforme? Oui, c'est possible, pourquoi pas? Oui, oui. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Donc, de toute façon, vous les aurez, Inch'Allah. De toute D'accord. façon, vous aurez la séance enregistrée et vous aurez les documents. Il n'y a pas de souci. D'accord, monsieur, D'accord? merci. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous souhaite bon courage au semestre prochain, Inch'Allah. D'accord? Merci, monsieur. D'accord, Merci. merci, Merci, monsieur. Merci, monsieur. monsieur. Merci. Merci, au revoir. Merci.